Avant que votre épisode ne commence, nous savons dans l'équipe de Puissance Park à quel point le Puy du Fou peut être source de discorde et générer de vives réactions. Nous allons parler du film Vaincre ou mourir au travers de nos impressions et de notre ressenti en tant que spectateur, plus ou moins lambda, avec notre regard plus ou moins éclairé. Il n'est pas question pour nous de prendre position, mais juste de vous livrer notre avis sur le film tel qu'il nous a été projeté, sans les coulisses et les raisons qui ont pu motiver sa création. Nous laissons les aspects politiques, idéologiques et historiques dans les mains de spécialistes qui seront plus experts et informés que nous, et d'ailleurs nous vous encourageons vivement à regarder plusieurs avis et analyses sur le sujet. Et bien qu'à Puissance Park nous apprécions le Puy du Fou, ce que nous aimons ce sont leurs capacités d'innovation, leur sens du spectaculaire et leur capacité à créer la surprise tout en transmettant des émotions qui pour nous nous importent. Voilà. Vous avez parfaitement le droit d'être totalement en désaccord avec nous, et c'est tant mieux. Sur ce, je vous souhaite un bon épisode. Puissance Park, c'est des épisodes à retrouver sur SoundCloud, YouTube, une communauté pour débattre de l'actu des parcs sur Discord, des réseaux sociaux pour suivre toute notre actu sur Instagram et Twitter, et une super web radio. Retrouvez tout ça et plus encore sur puissancepark.fr. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans Puissance Park. Je suis avec Benji aujourd'hui. Coucou. Pour un petit épisode hors série, puisque nous avons été voir un film au cinéma il y a 2 jours. Au moment où on va enregistrer, effectivement. Oui, au moment où on enregistre, parce qu'il s'agit du film Vaincre ou mourir, qui est la première production du Puy du Fou. Donc le premier film créé par le Puy du Fou, et donc le premier film créé par un parc à thème français, j'ai envie de dire. D'habitude, on a l'habitude à ce que une industrie cinématographique crée son parc à thème, mais là, on a un parc à thème qui a créé son industrie cinématographique, qui commence en tout cas. Oui, c'est vrai. On était habitué par Disney qui avait adapté plusieurs de leurs attractions en film, donc Pirates des Caraïbes, le Manoir Hanté, Haunted Mansion, les Country Bear Jamborees, donc là aussi ils avaient fait des choses, mais un spectacle qui donne lieu à l'adaptation en version film et qui plus est d'une histoire française à partir d'un spectacle fait en France, c'est vrai que c'est assez nouveau. Et donc pour l'occasion, c'était une avant-première que nous sommes allés voir, qui était partout en France, le 8 décembre dernier. Et c'était l'occasion de voir ce qu'allait donner la version cinématographique de leur grand spectacle au parc qui s'appelle Le Dernier Panache, et qui traite donc de la guerre de Vendée et plus particulièrement de l'histoire de François Athanase Charette de la Contrie, pour son nom complet. Un ancien général de la marine royale qui a donc perdu son travail suite à la Révolution et qui se retrouve bien malgré lui dans cette guerre de Vendée et va s'investir corps et âme pour tenter de retourner la Révolution ou tout du moins de faire reconnaître le peuple vendéen et les aspirations du peuple vendéen. Bon, spoiler alert, je préviens direct, ça ne finit pas dans les meilleures conditions. L'histoire aura donné un autre tournant et ça nous permet de suivre en fait les dernières années de la vie de François Athanase Charette, puisqu'on ne va pas suivre toute sa vie de son enfance jusqu'à maintenant. C'est ça, ouais. Dans le spectacle, on nous le présente dès son enfance en fait. On nous présente un petit peu ce qu'il a fait dans la marine et aussi toute la fierté qu'il a à être attaché à la marine royale. Le film, lui, va plutôt commencer directement dès que la Révolution est lancée et qu'il va devoir prendre une décision. Exactement. Donc je préviens directement à nos auditeurs et spectateurs qui regardent l'épisode, on va spoiler, mais comme des cingouins. Donc si vous ne voulez pas savoir comment va se dérouler le film, les différentes intrigues qui sont présentées et la fin, je vous le dis direct, on se donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Puissance Park. Mais si vous êtes encore avec nous, nous allons pouvoir lancer les hostilités. Alors, avant de parler un peu de nos avis respectifs du film, parce qu'on est assez différents sur le ressenti qu'on a eu, au-delà de l'histoire en elle-même, c'est vrai que c'est assez surprenant de revoir le spectacle que nous, on a bien connu sur scène au parc, dans une nouvelle façon de le réinterpréter. Il y a bien évidemment beaucoup de choses que, en connaissant le spectacle, ça va vous faire tilt. C'est ça. Je me demande d'ailleurs si le Puy du Fou conseillerait d'avoir vu le spectacle avant ou l'inverse. Je me demande quel serait leur avis. J'ai ma petite théorie là-dessus. Un spectacle, il faut se rendre sur le lieu du spectacle pour le voir. Un film est quelque chose qui se diffuse plus facilement partout en France. Tu vas pouvoir le voir au cinéma, mais une fois que l'exploitation ciné est finie, tu vas pouvoir l'acheter en Blu-ray, en DVD, donc tu l'auras chez toi.
Et je pense qu'il vaut mieux peut-être se projeter dans le film en priorité, qui montre plus de choses, que le spectacle qui, lui, condense tout le film en fait en 30 minutes, même pas. Et ce qui fait qu'il y a des séquences dans le film qui sont beaucoup plus longues et on s'attarde sur la psyché des personnages et leur évolution, tandis que dans le spectacle, c'est une scène et on enchaîne sur la suivante, quoi. C'est ça, oui. Donc, vas-y, je te laisse continuer. Bah, on va pouvoir dire un petit peu ce qu'on a pensé. De toute façon, dans les grandes lignes, comme on le disait, ça commence à partir du moment où la révolution a éclaté et que François Athanase doit prendre une décision. Et en fait, on a en grosso modo, donc c'est présenté comme un film documentaire. Donc il y a une volonté, j'ai l'impression en tout cas, de dire on est le plus fidèle possible à l'histoire. C'est en tout cas le ressenti du film, j'ai l'impression, et aussi par le fait que ça s'appelle un film documentaire. Donc on nous présente François Athanase qui va devoir, et qui en fait face à tous ces paysans qui sont complètement perdus et qui ont envie de pas se laisser abattre par l'évolution, et il va être dans le doute au début, puis il va prendre la décision de devenir leur général en quelque sorte, jusqu'à la fin du film, qui correspond tout à fait à la fin du spectacle, avec la fin de l'histoire de Athanase, quoi. Donc, Exactement. qu'est-ce que t'en as pensé, toi, en général? Alors, il y a plusieurs choses. Je vais peut-être commencer par le positif quand même, parce que le film... Ce qui sous-entend qu'ensuite ça va... Bah oui, tu penses bien qu'il y a des choses qui m'ont plu et d'autres sur lesquelles je me suis arraché les oreilles. Ce qui est intéressant, c'est que les points négatifs, on est assez C'est d'accord pour sur ça. les points négatifs. Je les réserve ensemble collégialement pour en parler. Positivement, moi ce que j'ai énormément aimé déjà, c'est la direction d'acteur. Je trouve que tout le monde est Tout à fait, investi dans son rôle, quel qu'il soit. Donc Hugo Becker qui joue François Athanase Charette transpire son personnage du début à la fin. Les autres acteurs qui sont dans le film, alors je me suis noté rapidement une partie du casting pour ne pas l'oublier. Jean-Hugues Anglade qui joue Albert Ruel, donc son bras droit qu'on retrouve tout au long du film, lui aussi porte l'histoire de ce personnage qui a traversé donc avant la guerre de Vendée, l'époque royaliste, puis ensuite la Révolution, puis le fait de s'embarquer dans une histoire avec Charette jusqu'à sa mort. Donc c'est un personnage que je trouve qui est bien construit. Et ensuite les différents généraux qui vont accompagner Charette aussi, ils sont crédibles dans leur rôle. Et il y a une mention spéciale que je voulais donner, c'est les personnages féminins dans ce film, qui là aussi sont bons. Je trouve qu'ils incarnent très bien leurs personnages. Donc pour ceux qui ont déjà vu le spectacle au Puy du Fou, donc il y a cette Irlandaise qui joue du violon, qu'on retrouve un peu en fil rouge du spectacle, qui est représentée ici dans le film, mais un dont peu on comme apprend... le bras droit d'Athanase en quelque sorte. Ouais, c'est ça, C'est mais un duo, quoi. c'est un duo, voilà, et elle est un peu son mentor, enfin c'est un peu comment on pourrait dire, la personne qui la motive, qui essaie de lui redonner l'espoir quand il perd justement pied. Là, on en apprend un peu plus sur son histoire, puisqu'on apprend que c'est pas une vraie Irlandaise, elle se fait passer pour une Irlandaise, mais elle vient de Angers, mais que surtout, voilà, c'est quelqu'un qui prend fait et cause pour le combat de Athanase et qui l'embarque, qui la suit jusqu'au bout. Donc ça, j'ai bien aimé. Je suis d'accord sur la direction d'acteur en général. Moi, je me suis fait plein de fois la réflexion, ne serait-ce que même sur des gros plans de figuration, même au niveau de la figuration, le choix du visage des comédiens et leur direction artistique, vraiment, j'ai été assez conquis, même complètement conquis sur la manière dont les acteurs jouent, le choix qui a été fait, le maquillage, c'est vraiment, ils ont une vraie gueule, tu vois. Et ça m'avait scotché parce que, comme je te disais, même la figuration, moi je m'attendais limite à ce que dans les plans larges avec plein de figurants, bah, ils aient pris les bénévoles de la cinécénie et que à des fois tu vois qu'ils se marrent parce que bon, ils sont pas tous professionnels là-dedans, mais pour le coup, tous les plans avec figuration, les gens ils étaient ultra crédibles. Je me souviens, il y a une vieille dame qui à un moment donné lève son bras comme ça en disant on n'est pas d'accord et tout, et je l'avais vu dans un coin de l'image et je me suis dit waouh, j'y crois quoi, j'étais dedans. Donc vraiment très bons acteurs, je trouve. Aussi, je suis d'accord. Et d'ailleurs, ils sont pas tombés dans le piège de faire des caméos des gens du Puy du Fou. Je pense à Nicolas ou Philippe de Villiers. Parce que toi, tu t'attendais à voir Nicolas dans le film? Bah en fait, je me dis, ça aurait été la blague presque. Tu sais, c'est comme faire un easter egg de Stan Lee dans un Marvel, de faire une apparition de tel personnage dans un autre film pour faire la blague, pour faire du fan service. Et au contraire, j'ai été assez positivement ravi que justement le casting des figurants soit bon et que justement au lieu de prétendre à prendre des gens qu'on connaît ou qu'on reconnaîtra parce qu'on les a vus ailleurs, justement ils les ont pris parce qu'ils sont bons en tant que figurants ou bons en tant que comédiens. Donc c'est un choix qui est le plus logique quand tu fais un casting, quoi. Donc non, j'étais assez soulagé justement de pas avoir vu des tronches connues.
Donc ça, c'est... est-ce que tu as des points positifs encore que tu vas aborder? Une autre chose que je veux souligner aussi, bah, c'est l'univers dans lequel ils évoluent, les costumes, les C'est ça. décors. Alors, ceux qui connaissent le Puy du Fou, clairement voient que c'est une production qui se passe clairement au sein du Puy du Fou, dans tous les angles, sous toutes les coutures. Je pense qu'ils ont sûrement refait des costumes parce que leurs costumes de spectacle sont faits pour être vus de très loin. Là, j'imagine qu'ils ont dû refaire des costumes exprès pour être vus de près, je suppose. Mais en tout cas, tous les décors, enfin, on connaît tout du Puy du Fou. Et ça, c'est une volonté de leur part aussi depuis qu'ils ont créé une société, je ne sais plus son nom, mais ils ont créé une vraie filiale, une vraie volonté d'avoir une branche audiovisuelle au Puy du Fou, que ce soit pour eux-mêmes ou pour au service des autres, des entreprises. Et c'est tout à fait raccord avec ce qu'ils essaient de faire à l'avenir, quoi. Et je trouve que pour une première production faite maison, donc avec Puy du Fou Film, je n'ai pas vu de fausses notes d'un point de vue costume, Ouais, par bah, exemple. ça, c'est vraiment En fait, esthétiquement, vraiment, j'étais vraiment conquis. Ouais, vraiment, j'ai aimé. Ça avait de la gueule, l'image avait de la gueule. Les comédiens, les décors. Franchement, c'était vraiment On y un croit. film propre, quoi. Oui, on Ouais, y croit, on est embarqué dans l'histoire, on ne sort pas de l'histoire à aucun moment, sauf au début, mais ça on en parlera après, et que au final, on se prend d'empathie pour ces Vendéens qui mènent une cause désespérée, et je trouve que là aussi, alors c'est plus scénaristiquement parlant, dans le spectacle, c'est assez manichéen entre les gentils et les pauvres Vendéens et les méchants républicains qui veulent la mort de la Vendée. Dans le film, c'est bien plus nuancé. ouais. Et surtout vers la fin, où j'ai presque l'impression d'un retournement de situation où on se prend plus de sympathie pour la République qui essaye Ouais, ouais. d'atténuer les choses, ce qui historiquement est le cas, alors que les Vendéens s'embourbent dans leur folie meurtrière à vouloir espérer un changement radical, sauf qu'ils savent très bien que tout est perdu d'avance et que plutôt que de se rallier et de vivre dans la honte et le déshonneur, préfèrent partir dans la mort, enfin aller jusque dans la mort, quoi. C'est ça. Et c'est là où je te disais que, en sortant de la salle, que ça m'a beaucoup surpris la personnalité de Charette parce que finalement, ok, au début, il y a une volonté de renverser cette espèce de nouveau truc qui arrive et tout ce qui est nouveau, ça fait peur. Donc on peut comprendre que dans une société, les gens puissent se révolter parce que ça les effraie. Mais quand tu vois jusqu'où ils poussent les Vendéens et que après avoir eu des milliers et des milliers de morts, que ça ne marche toujours pas et que Athanas leur dit allez on continue de se battre alors que c'est des pauvres paysans qui sont à bout de leur vie. Et il y a cette scène où le monsieur là en binôme proche d'Athanas qui dit moi je veux juste grandir avec mes filles, je veux juste les nourrir et les voir quoi. Euh, Au bout d'un moment, moi, je me disais, mais Athanas est en train de devenir le méchant presque de l'histoire parce qu'il avait l'air tellement entêté dans sa volonté de dire, si, allez, on continue de se battre, allez, jusqu'à la fin où il dit, ceux qui veulent partir peuvent partir. Et là, je suis, ah, merci. Mais j'ai été assez surpris vraiment de ce côté-là parce que j'avais presque l'impression que Athanas, enfin, de ce que j'ai vu dans le film, à un moment donné, Athanas ressemblait presque plus au bourreau des Vendéens au héros des Vendéens. Oui, parce qu'il ne met pas un terme au combat. Lui, il est jusqu'au C'est boutiste. ça, ouais. Il s'arrêtera que lorsque la victoire sera totale. C'est d'ailleurs le titre du film, Vaincre ou mourir. Et il le dit lui-même dans le spectacle, je ne reviendrai que mort ou victorieux. Donc, C'est ça. Mais en soi, tu vois, ok, parce que c'est un général, tu vois. Donc les gens dans l'armée, c'est leur boulot de penser comme ça. Mais je trouve que de drainer tous ces paysans vers un combat, j'allais dire qui n'est pas leur, mais en tout cas qui est bien il les plus... dépasse. Ouais, qui les dépasse, exactement, c'est ça le mot. Je trouve que pour moi, ça me choque un petit peu de la part de ces personnages présentés au début comme un héros. Euh, et aussi, il le dit lui-même, c'est une phrase qui est superbe dans le film, c'est on n'utilise pas des fourches contre des canons. Et cette phrase, je trouve qu'elle veut tout dire. Et il le dit dans le film, il en est conscient, pourtant il continue de se battre. Alors ok, peut-être qu'au début, tu peux commencer à te battre pour voir si tu es vraiment capable de renverser le truc, mais vers la fin, effectivement, j'avais envie de dire... faites la paix, quoi, parce que... Oui, parce que, alors pour résumer, il y a une partie dans le film qui est un plan un peu machiavélique de la République pour gagner du temps. Il propose une sorte de paix déguisée aux Vendéens pour apaiser les choses. Donc c'est un traité dans lequel les Vendéens obtiennent à peu près toutes les revendications qu'ils veulent, c'est-à-dire le libre culte, comme ça les arrange, des exemptions
d'enrôlement, des exemptions de taxes, la liberté de jouissance de plein de choses. Mais la contrepartie, c'était juste de reconnaître la République comme étant le nouveau gouvernement officiel de la France. Et il y avait une clause secrète qu'on ne nous dévoile pas hein, dans le film, qu'on apprend que vers la fin, c'est Athanase exige que le jeune roi Louis XVII, qui est encore enfant à ce moment-là, et soi-disant vivant, soit conduit sain et sauf en Vendée, donc chef-lieu de tout ce qui est royaliste, pour être gardé, nourri, logé et grandir et devenir un adulte, quoi. Et les républicains, sentant le bon coup, disent oui, bien sûr, il n'y a aucun problème, on vous ramènera l'enfant. Ça m'a fait penser au contrat de McDonald's où le mec dit les frères McDonald, quand ils ont signé leur contrat, ils disaient et vous êtes d'accord qu'on a bien 1% des recettes de toute l'histoire de McDonald's? Et le mec a fait oui, c'est pas dans le contrat, mais on va en faire une poignée de main. Voilà, Ça m'a justement. fait penser à ça. C'est pas écrit dans le contrat, enfin l'accord. Et plus tard dans l'histoire, on apprend que Louis XVII est donc mort, et ce qui est un fait historique. Et à ce moment-là, la paix vole en éclats. Et c'est là, je pense, que la bascule va s'opérer avec Athanase, qui bascule dans la folie meurtrière, clairement, parce que on sent que là, il a perdu la moitié de ses hommes, et lui, il est dans une paix qu'il ne reconnaît absolument pas, mais là, pour lui, c'est presque l'excuse pour repartir en va-t-en-guerre totale. Il attendait que ça, en fait, Et parce oui, c'est ça. depuis le début, il dit ouais, moi j'ai signé leur fausse paix, là, et ils me saoulent. En fait, c'est pas dit comme ça, mais l'idée est là, oui. Limite, il attendait que ça, quoi. Et effectivement, c'est à ce moment-là où, tu vois, moi, ça m'a fait du bien de voir qu'ils ont réussi à trouver un accord, qu'ils ont signé une paix. Et t'as même tous les paysans qui font ouais, la paix, ils sont contents, ils vont enfin pouvoir retrouver leur famille et enterrer leurs morts. Sauf que là, Athanase, il repart de plus belle et il faut attendre qu'il ait un ami très proche à lui qui meurt pour que Athanase commence à se dire bon, vous n'êtes plus obligé de me suivre si vous trouvez que c'est trop dur. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est le déclic. C'est le moment où déjà il sait qu'il est perdu d'avance, puisque même ses plus fidèles tombent les uns derrière les autres. Son fidèle acolyte, donc joué par Anglade, décide de quitter l'armée avec un autre soldat pour se rendre. Bien mal leur en a pris d'ailleurs, puisqu'ils vont se faire tuer. Et son bras droit, autre lieutenant de l'armée, lui aussi va se faire tuer dans une embuscade. Donc je pense que là, oui, il se rend compte qu'il est tout seul. Et c'est la prise de conscience que tout est perdu. Ça aussi, on s'en rend un peu plus compte dans le spectacle pour le coup, parce que c'est bien montré. C'est la séquence où ils sont au bord de ce lac, à la veillée, où tout le monde déserte les uns derrière les autres. C'est raconté de façon très rapide dans le show, parce qu'il n'y a que 30 minutes pour tout dire, mais dans le film, c'est bien plus latent. On voit que petit à petit, les effectifs fondent comme neige au soleil, et qu'il est tout seul. Et d'ailleurs, on a un peu écouté des histoires à droite et à gauche pour se renseigner avant de faire ce podcast. Parce que finalement, c'est un film qui est très, j'allais dire politique, mais je veux dire, il est complexe parce que... Voilà, il y a pas, tout le monde n'est pas gentil, tout le monde n'est pas forcément méchant, c'est plein de teintes de gris dans tous les sens. Et pour terminer juste mon raisonnement, c'est qu'à la fin, Athanase, il est plus qu'avec une centaine de fanatiques à espérer une bascule qui ne peut plus se faire, c'est trop tard, dans laquelle il va essayer de s'en tirer, mais c'est fini. Donc, ouais, je te rejoins sur les acteurs qui sont tous très bons. L'immersion dans l'histoire est très très bonne aussi. Les scènes, hormis les scènes de combat pour le coup qui m'ont un peu moins emballé, les scènes en général sont très belles. Si on peut parler un petit peu de réalisation, c'est très bien fait dans l'ensemble. Il y a des plans vus du dessus, il y a beaucoup de gros plans face aux personnages qui parlent, ils ont de la bave plein les lèvres pour montrer qu'ils sont vraiment très dedans. Il y a de la crasse. C'est ça que j'aime bien, c'est que c'est pas tout propre sur eux, ils sont pas impeccables comme dans les derniers Pirates des Caraïbes où les mecs ont une dentition parfaite, des doigts manucurés alors qu'ils sont sur l'océan depuis des mois et ils ont presque le scorbut. Non, là on sent la souffrance de tous les soldats, les généraux, les capitaines du désespoir. Et moi, ça me fait me rentrer dans l'histoire, plus. Et ouais, comme tu as dit, dans la réalisation, il y a certains plans qui sont assez léchés. Par exemple, il y a un plan, j'imagine en drone, où on voit les cohortes de soldats de l'armée de la République qui se rassemblent en vue de défaire l'armée de Vendée. Et là, on les voit justement, il y a un magnifique plan vu de haut où on voit les colonnes se rassembler les unes ensuite des autres. Et là, il y a l'effet de masse qui marche bien. On sent qu'il y a beaucoup de monde.
Et on sent que là, c'est un gros moment, un moment un peu de tension qui va s'installer dans l'histoire. Je sais pas s'il y a des effets spéciaux du matte painting, mais en tout cas, je pense que toi et moi, on n'a rien vu de spécial où on se serait dit ah là, ils ont triché et tout. Et niveau effet, j'ai l'impression qu'il y a très très peu. L'image en soi est assez terne, je dirais, en termes de couleur, tu vois. C'est là où il y a un gros contraste avec le spectacle parce que c'est Si on peut mettre en même temps la bande-annonce sur le côté, ce serait pas mal, ouais. dans le spectacle, si tu veux, cette histoire-là est racontée dans la mise en scène, dans la façon dont ça fonctionne, avec cette tribune tournante, ces lumières, ces décors. C'est beaucoup plus poétique et magique en quelque sorte dans le spectacle. Toutes les séquences de travelling en quelque sorte, avec la musique, etc. C'est radicalement différent parce que déjà quand tu découvres le dernier panache, le spectacle, tu découvres aussi une technologie et une nouvelle manière de raconter une histoire avec cette tribune tournante. Tandis que dans le film, tu reviens à quelque chose de beaucoup plus concret parce que alors déjà le cinéma, on connaît tous cette technologie qui permet de raconter des histoires et aussi c'est beaucoup plus réaliste, c'est beaucoup plus dur, beaucoup plus sombre et tu as pas cette poésie et cette sorte de magie que tu retrouves dans le spectacle. Donc c'est vraiment un gros contraste entre les deux et pour le coup, le film est vachement plus Sombre, oui. ouais, vachement plus sombre, quoi. Ah oui, oui, on montre quand même des scènes. Alors, ça reste accessible au grand public parce qu'il n'y a pas de viscères qui giclent dans tous les sens, mais le sang coule, on voit des cadavres, on voit des gens, on voit une séquence où il y a un moine qui prend feu, on voit des bâtiments s'enflammer, on voit... Un moine qui sort de la tour des Vikings, c'est ça? À mon avis, oui. Bah, si on veut commencer à aborder un peu le sujet de ce qui m'a un petit peu fait tiquer à quelques endroits, c'est qu'on sent, comme c'est une première production made in Puy du Fou, qu'ils ont voulu faire pas mal d'économies là où ils pouvaient le faire, parce qu'ils avaient tous les éléments en place. Donc, effectivement, j'imagine qu'il y avait certains comédiens, enfin certains cascadeurs qui venaient du Puy du Fou. Ce moine qui prend feu, si vous l'avez pas déjà vu, bah, il est dans les Vikings où il y a une Tu scène. penses que c'est le même costume, le même attirail? Honnêtement, c'est tellement la même chose. Enfin, l'attirail était très similaire. Après, ça reste un attirail lambda de moine, donc un attirail A, B, C ou D, je vois pas la différence. Mais je pense quand même que ce serait dommage de se priver, sachant que le costume Bah, est genre à 500 mètres de là, quoi. C'est sûr que ça, c'est le gros avantage du Puy du Fou. Et pour commencer à se lancer dans un truc cinématographique comme ça n'existe pas une production où tu fais un film et tu as déjà tous les décors et tous les trucs qui sont acquis, quoi. Mm. Alors, il me semble que le budget du film était un peu moins de 3 millions d'euros. J'avais entendu 2 millions, ouais. C'est ça, 2 millions et quelques. Et donc, c'est pas énorme non plus pour ce genre de film, quoi. Il me semble que c'est à peu près le même budget que Le Visiteur du Futur, par exemple. Bah, tu vois, un peu comme Le Visiteur du Futur, puisque tu abordes le film, bah, c'est là qu'on peut sentir peut-être les limites à certains endroits et les ficelles scénaristiques ou les tropes pour essayer de cacher un peu ce qu'on ne peut pas montrer. Par exemple, dans Le Visiteur du Futur, le futur en soi, on le voit qu'au travers de hangars abandonnés, ou quand c'est la brigade temporelle, on voit dans un unique bâtiment qui est recyclé 20 fois. Ben, pour Vaincre ou Mourir, on voit que certains décors sont réutilisés 2, 3, 4, 5 fois dans différentes configurations. Par exemple, pour ceux qui sont déjà allés dans un des hôtels du site, il y a la Citadelle, qui est une reproduction d'une cité médiévale. Ben, il l'utilise à plusieurs endroits de l'histoire pour différentes périodes. Donc, il y a un moment donné, il y a une comment on appelle ça, une guillotine qui est posée sur une place publique, mais on ne nous dit pas dans quel village ça se trouve. Donc, c'est un Et village ça, X. c'était à l'hôtel de la Cité médiévale? Oui, ça, je J'ai reconnais. pas fait attention. Ah, je te jure, c'est reconnaissable entre mille. Il y a ce changement de façade. Parfois, il y a un côté apparente en bois avec le crépi, et de l'autre côté, c'est de la brique avec le côté un peu plus flamboyant du côté château fort. Donc, les deux se côtoient. Donc, ça se voit tout de suite. D'accord. Et cette scène-là, on va la réutiliser. Enfin, ce lieu-là, on va le réutiliser après pour le moment où il y a les prédicateurs de la République qui essaient d'apaiser les choses. Donc, on imagine que c'est encore une autre scène. Bien plus tard, ça va être utilisé au moment où Athanase Charrette va être fusillé. Donc, on reconnaît la scène, mais à chaque fois, ils nous disent pas où c'est, sauf que historiquement, on sait qu'il a été fusillé à Nantes, etc. Bon, sauf que si vous connaissez Nantes et que vous regardez les décors, vous vous dites c'est un drôle de Nantes quand même. Mais voilà. Mais ça encore, tu vois, c'est qu'un exemple parce que le village, la cité médiévale aussi est beaucoup utilisée dans le parc. Elle est souvent employée pour les scènes de liesse où la foule déambule et tout. Ouais. Mais on va la retrouver 3-4 fois avec des configurations légèrement différentes. Et ça, c'est un truc qui t'a embêté? Bah, alors là, pour le coup, c'est le côté pas expert, mais connaisseur du Puy du Fou qui parle. Forcément, je reconnais et je peux pas ne pas le voir, même s'ils ont caché, même s'ils ont bien choisi les bons angles de caméra pour ne jamais révéler les astuces ou ne pas voir les gradins des spectacles au loin.
à part un moment, mais ça c'est vraiment moi qui titille. Honnêtement, ouais, je le vois parce que au bout d'un moment, tu as l'impression de revoir des éléments qui se répètent en arrière-plan. Moi, ça m'avait pas spécialement gêné, à part peut-être toutes les scènes qui se passent, tu sais, dans les négociations des gens à la tête de la République, là où ils sont en train de se dire bon, ils nous cassent les pieds, les Vendéens, trouvons une solution. Ça se passe dans une sorte de pièce d'esprit médiéval, ouais, C'est ça, ouais. où tu as le député qui a les pleins pouvoirs, tu as les différents généraux qui parlent entre eux, ouais. Et là, effectivement, ils sont tous dans le même coin tout le temps et tu les retrouves régulièrement. Genre, ça a été 1 ou 2 journées de tournage, on dirait. Je pense qu'ils l'ont fait d'ailleurs au château historique du Puy Ouais. du Fou, ils ont tourné ça. Bah, d'ailleurs, pour vous résumer, tout ce qui est exploitable en décor d'époque, là était le fort de l'an 1000, à un moment donné, c'est un village où François Tanacharette se réfugie vers la fin du film. La cité médiévale, elle est utilisée à plein d'endroits pour des foules de scènes de foules de liesse. On voit même le bourg 18e qui sert là moment où ils célèbrent leur victoire parce qu'ils ont gagné contre les républicains dans une escarmouche. D'ailleurs, donc scène qui est, vous allez le voir, qui est très reprise du spectacle original. Et évidemment la cité médiévale, enfin la citadelle, pardon, dans laquelle on utilise beaucoup les façades qui sont bien hautes, bien grandes, majestueuses, suffisamment étouffantes pour ne pas voir l'extérieur. Je trouve que c'est intelligent. Mais c'est un avantage comme ça peut être un défaut. Et le reste du temps, c'est tourné en forêt, donc forêt X ou Y, on voit pas la différence, il n'y a pas de changement spécial. Il y a juste la maison d'Athanas. Là où ça se passe au début si du ça se film, trouve, c'est un truc au Puy du Fou que tu connais pas, hein. peut-être, à moins que ce soit peut-être le logis de l'Escure qui a une petite baraque à côté qui peut servir, je ne sais pas. Et la façade extérieure de Fonteclos, là où il habitait vraiment, qui là, à mon avis, a dû servir de décor et tout, parce que on sent que là, c'est un vrai décor d'époque qui a l'âge du temps, quoi. Mais voilà, c'est peut-être mon regret, c'est que quand tu connais le parc, bah, tu sais où ça a été tourné, et ça, pour toi, ça te parle en disant, ouais, les gars, vous n'avez pas été très loin, quoi. Vous n'avez pas cherché à construire des décors dans des grands studios ou à reproduire des Peut-être scènes, quoi. qu'ils n'ont pas les moyens, s'ils peuvent, Mais justement, s'ils arrivent à tourner ce qu'ils veulent comme il faut. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est peut-être aussi la première fois que tu vois un film où tu connais à l'avance tous les lieux de décor. Parce que si tu connaissais déjà tous les lieux de décor d'un autre film, je sais pas, de Forrest Gump ou peu importe, n'importe lequel, ça se trouve, tu te dirais la même chose, parce que les ayant connus, tu les reconnais, mais ne les connaissant pas, tu ne les reconnais pas, et donc je pense que ça peut aussi jouer, quoi. C'est vrai, mais c'est à double tranchant, et je pense que pour les gens qui ne connaissent pas le parc, ça marchera parfaitement, il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a un autre point sur lequel je voulais également revenir, c'est aussi dans la composition musicale. Donc ça, c'est un morceau qui est intéressant à soulever. Alors c'est une grosse question qu'on se posait avant d'aller voir le film, c'était est-ce que Nathan Sandetta va faire les musiques? Et on ne s'attendait pas à ça. non, parce que donc le film commence, et c'est ce qui justifie le côté documentaire de ce film, c'est par des historiens, des spécialistes de la guerre de Vendée et de l'époque révolutionnaire, qui nous parlent, comme si c'était une interview, de ce qui se passait dans le contexte de l'époque. Et tout d'un coup, fondu au noir, et là, tu as la toute première musique du spectacle Dernier Panache qui se lance. Donc c'est la séquence où tu as le jeune Athanas qui arrive avec sa maquette de bateau et nous la présente. Et cette musique-là, elle est réemployée pour mettre le cartouche de l'époque, donc été 1789, avec le soleil qui se lève dans le ciel, et on découvre que c'est à ce moment-là que la révolution éclate. Mais dès qu'on a entendu ces notes de musique, alors j'étais avec ma copine, elle, ça y est, elle savait que c'était plié, qu'on allait retrouver le reste de la compo, mais moi j'avais presque dit, mince, c'est la solution de facilité que de reprendre les musiques de Nathan. Alors, ouais, moi qui fais de l'audiovisuel, je peux t'assurer que quand tu écris sur une musique qui existe déjà, c'est beaucoup plus facile. Parce que la musique, ça véhicule une émotion et t'écris en fonction de ce que tu ressens dans la musique. Donc, ça peut être une facilité de réalisation et aussi une vraie volonté de se dire, bah, c'est l'adaptation du spectacle, donc on utilise les musiques du spectacle. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'effectivement, et c'est la raison pour laquelle moi qui essaie de faire un film sur Phantom Manor, je ne veux pas utiliser les musiques de l'attraction parce que en fait quand tu réécoutes une musique que tu as l'habitude d'entendre, bon, à part si c'est du rock ou une musique très populaire qui va bien sur une scène très rythmée qui colle, là étant donné qu'on a énormément associé dans notre tête les musiques à tel moment du spectacle, ça peut nous faire sortir du film dans le sens où ce qui se passe à l'image n'est pas la même chose que dans le spectacle. C'est-à-dire que par exemple vers la fin, quand il y a une musique qu'on entend à la fin du spectacle, on a un gros plan sur un personnage, mais dans ma tête, j'ai le souvenir de cet énorme décor avec les tribunes qui tournent, tu vois. Et du coup, j'ai deux souvenirs qui se mélangent. Enfin, j'ai un souvenir qui se mélange avec ce que je suis en train de voir. Et je pense que utiliser les musiques du show peuvent être une erreur. Je pense aussi.
Des fois, ils ont respecté l'univers dans lequel évolue la musique. Par exemple, donc, je disais un peu plus tôt qu'il y a une scène qui se passe dans le bourg 1800, qui est la victoire par rapport aux républicains dans le bocage, et ils réutilisent la danse des cabosses. Donc cette scène où les femmes dansent avec des violons, etc. Et là, elle est diégétiquement présentée dans le film par des musiciens qui sont sur scène et qui jouent. Donc elle est légèrement réorchestrée par rapport à la version du spectacle. Mais pareil, j'ai eu le même dichotomie que toi parce que je reconnais cette musique par rapport à la scène où ils dansent dans le bocage vendéen et qui célèbrent leur victoire. Et que donc juste après, il va y avoir le grand brûlement, donc la scène où ils sont dans l'église. Et là, pour le coup, c'est vraiment la victoire, la célébration la plus absolue, bien qu'ils parlent entre eux et tout, mais il se passe rien qui va annoncer le négatif. Et il y a une autre scène qui, pour le coup, je trouve, n'a pas utilisé la musique comme il fallait. C'est juste après que le tribunal révolutionnaire ait décrété qu'il fallait brûler, détruire la Vendée. Tu as ces tambours qui font C'est ma musique préférée. Voilà, c'est celle qui est la plus forte, la plus intense, parce que c'est le moment où la tribune se met à tourner encore une fois, et on découvre les arrêtés de la convention qui oblige les brigands de Vendée à se rendre. Et dans le film, elle est utilisée à toute autre fin. C'est le moment où il se prépare à un combat très important face à l'armée républicaine. Et je trouve que ça n'a pas le même impact. Elle est beaucoup moins intense. Bon, déjà parce qu'elle est remixée, donc elle n'est pas exactement dans la même tonalité. Mais je trouve que là, j'ai le même souci que toi. Je l'ai associé à cette séquence très grave dans le spectacle où, entre guillemets, ils sont condamnés et que la Vendée va être détruite. Mais là, je vois juste la préparation d'une bataille. Et c'est deux souvenirs qui se chevauchent. Et mon cerveau n'a pas réussi à... pour le coup, je suis presque un peu sorti du film, quoi. Effectivement. Et du coup, on a ce problème aussi qu'on a eu dès le début, qui nous a beaucoup perturbé dès le début du film. Et moi, je me suis tout de suite dit, dès la première minute du film, que ça m'avait posé souci. C'est cette histoire des interventions d'historiens. Ouais, alors, en fait, c'est pour moi la justification dans la communication et le marketing de dire que c'est pas un simple film ou un récit historique, c'est un film documentaire. C'est ça, parce que du coup, pour le répéter, le film, c'est-à-dire les premières secondes du film, c'est un historien assis sur sa chaise dans un décor qui parle de l'histoire de Vendée, qui dit C'est ça. donc en 1795 il s'est passé ça, les Vendéens n'étaient pas contents et tout. Ensuite il y en a deux trois qui se suivent et ensuite fondus au noir et ça commence. Et Et on ne le reverra plus jamais. c'est ça. Ils n'apparaîtront pas pour la conclusion. On ne fera pas de bilan sur ce nous on a vu comme histoire. Ils ont fait leur petit cachet. Ils sont passés à la comptabilité. Merci, bisous, au revoir. Et quand je les ai vus apparaître, moi je me suis dit, ah d'accord, donc effectivement j'avais oublié que c'était film documentaire, donc en gros on va les voir toutes les 5 minutes en train de commenter en fait les images qu'ils ont tournées. Mais pas du tout, c'était juste il y a ça au début, ensuite on a un vrai film, tu vois. Ouais. Et du coup, hein, j'ai envie de dire, ça serait pas gentil de dire qu'ils servent à rien, mais... Moi, je vais le dire. Ça ne sert à rien parce que déjà, d'une part, même si dans la com on dit film documentaire, ça va être complètement zappé dans le temps. Nous, ce qu'on nous intéresse, c'est de vivre le récit à travers les yeux de Charette. On s'en fout d'avoir les historiens qui recontextualisent. On sait très bien que de toute façon, c'est biaisé parce qu'on va suivre d'un point de vue. C'est ça le principe d'un film. Et ces personnages-là sont déjà en dehors de la temporalité de l'histoire. Ils survolent le récit pour nous mettre le contexte, mais le contexte, tu nous fais un texte qui défile avec un fond d'étoile, avec un texte jaune, avec marqué Star Wars au loin, ça marche aussi bien. Hein. Et encore, je trouve que c'est presque... je sais pas, c'est pas de la fainéantise, parce que c'est quand même compliqué de faire venir des mecs, faire un décor, de tourner, etc. Mais je trouve que c'est presque trop compliqué pour faire un truc qui aurait mieux marché. Si on avait juste eu une voix off avec un plan aérien de la Vendée du 19e ou 18e qui nous dit « C'était l'été 1789, la France se soulevait contre la monarchie. » Voilà, juste avec ça, tu contextualises et on t'explique qu'après, nous allons nous intéresser à un ancien soldat de la marine qui s'appelait François-Athanase Charette, etc. Ouais. Alors que là... Au final, je vais te dire un truc, Joanne, je me souviens même pas de ce qu'ils disent. Ça ne m'a pas marqué du ils tout. mettent juste le contexte de la Révolution, quoi. Donc moi, ça... Moi, ça m'a fait penser à... J'ai eu l'impression qu'en fait, tu sais, quand tu interviews quelqu'un comme ça, où tu places le décor, son siège, son micro et tout, normalement, tu fais une interview qui dure plus d'1 heure. Donc, normalement, ces gens-là, ils ont dû parler plus d'1 heure à la caméra, je pense. Et à mon avis... ça ne m'étonnerait pas, je peux pas savoir, mais ça ne m'étonnerait pas que c'était prévu qu'ils interviennent au long du film et qu'au final, on s'est rendu compte que ça ne servait à rien, mais qu'on nous a laissé leur petite phrase du début histoire de pas les vexer. C'est possible. Ça ne m'étonnerait pas que ça soit comme ça. Là où ça m'embête aussi, c'est que le Puy du Fou a souvent été critiqué comme se voulant trop historiquement vrai.
Et ça a été rattrapé par la suite, puisque notamment avec la nouvelle direction de Nicolas Devilliers, il y a une vraie volonté de dire on ne cherche plus à refaire l'histoire, juste on s'inspire des grandes légendes du légendaire français et on crée des histoires qu'on invente par rapport à ça. Et j'avais vraiment l'impression que c'était une vraie volonté pour eux de ne plus dire regardez, nous on sait ce que c'est que l'histoire. Et le problème avec ces intervenants au tout début, c'est que pour le coup là, ça fait vraiment genre regardez, on vous explique exactement comment ça s'est passé en vrai. Et ça m'a posé problème parce que je trouve que ce n'est pas cohérent par rapport à ce qu'ils essayent de faire à l'avenir au Puy du Fou. Je te rejoins aussi là-dessus. Pour moi, c'est... Ça ressemble plus à une demande de Philippe de Villiers qu'autre chose. Bah, peut-être. Après, on n'est pas dans les secrets des coulisses, mais je pense, et je reviens sur ce que tu disais, qu'il y a eu peut-être beaucoup plus d'éléments qui ont été tournés et qu'il a compté à la base les faire intervenir tout au long du récit. Ils se sont rendus compte que ça cassait la linéarité ou l'immersion. Et c'est pour ça qu'à mon avis, on entend beaucoup la voix de Athanas Charette qui devient notre conteur, qui nous raconte. C'est vrai que j'y ai pas pensé à ça. Il y a beaucoup de voix off de Athanas. Ouais. Je me suis demandé si, en se rendant compte dans le montage que ça ne marchait pas, ils ont préféré réenregistrer la voix de Hugo, donc celui qui joue Athanas, qui devient à ce moment-là le narrateur de son propre histoire et qui nous raconte par ellipse temporelle certaines phases de sa vie. Et je me suis demandé si c'était pas une rustine qu'ils avaient décidé peut-être plus tard dans le développement du film pour que ça ne sorte pas de l'histoire avec ces historiens et qu'on reste dans le récit avec la voix d'Athanas. C'est pas impossible, ça serait assez intéressant de voir quel a été le processus de création par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est effectivement le premier truc un petit peu choquant, enfin pas choquant, mais disons qu'il y a le petit truc un peu où on s'est regardé et on s'est demandé ok, c'est qui ce mec-là? Oui, voilà, un peu. Et ensuite, on a eu un autre problème très très vite. Mais là, c'est un vrai gros problème. Alors toi qui es cinéaste, réalisateur, je pense que au tout fond de toi-même, tu hurlais en disant mais non les gars, c'est juste pas possible. Donc nous, on a vu cette avant-première à la salle de cinéma CGR de Torcy. C'est ça. Il y avait même des Puy Follet qui étaient là, pas mal de monde. Et on a eu un gros problème de mixage sonore, en fait. Je ne sais pas si c'est présent sur toutes les copies du film, mais en ce qui nous concerne, la musique était bien plus forte que la voix d'Athanas. Et on avait la musique grandiose qui faisait dan, 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 et on avait Athanas qui faisait « Et je suis dans un été de 1780 ». Et c'était très mal fait en termes de mixage, quoi. Et au-delà de ça, il y avait aussi les scènes où les personnages parlaient dans les décors, dans les scènes. J'avais l'impression que le micro ne prenait pas le son. Il prenait tout l'environnement autour. Mais dès qu'on disait Jean-Marc, c'est les acteurs qu'on entend. Oh merde, pardon, excusez-moi. Le perchman, il revenait parce qu'on entendait. Et donc, ce qui est important. En fait, déjà, ils parlent vite, de base. Ils mâchent un peu leurs mots dans certaines tirades. Ce qui fait que si tu tends pas l'oreille pour bien comprendre ce qui est raconté, tu ne piffes rien. Donc, ce qui fait qu'il y a eu des scènes. Je te le dis honnêtement, je ne me rappelle de rien. Je n'ai rien compris à ce qui s'est passé. Voilà, mais pour moi, c'est carton rouge, les gars. Enfin, on est sur un film où on parle d'histoire, donc tous les mots sont pesés parce qu'ils ont une importance dans le déroulé du récit. Chaque mot a un sens, mais si tu les comprends pas, en fait, tu te dis, mais j'ai pas compris pourquoi il s'est passé ça plus tard dans le film, quoi. Ça te sort du truc. Et même ma copine qui était avec moi m'a regardé à plusieurs reprises. Je fais, mais elle qui n'est pas spécialiste du cinéma mais qui apprécie les films, m'a regardé, m'a fait, c'est normal que le son soit mixé comme ça. Et je me suis dit, non, il y a un problème parce qu'on ne comprenait pas. Alors, c'est pas genre ça sature ou c'est trop bas ou le son passait pas mono ou stéréo ou quoi. Non, c'est vraiment, j'avais l'impression que les voix étaient faiblardes. Elles n'étaient pas distinctement enregistrées par rapport à l'ambiance et aux musiques, ce qui fait que, ouais, comme tu as dit, il y avait des scènes de musique avec Nathan Staneta où tu as son truc vachement épique, fort qui lance, et tu as la voix en dessous, tu t'es obligé de faire « Qui a dit ? Il dit quoi ?» Ben voilà, pour moi, c'est un vrai problème parce que je suis sorti du film 2 ou 3 fois comme ça, et il a fallu que je raccroche les wagons plus tard dans l'histoire. Et heureusement, comme je le disais, il y a beaucoup de tirades dans la voix, dans la tête de Athanas qu'on entend. Donc ça raccorde les wagons, vu que de toute façon on fait des sauts dans l'histoire avec le carton qui dit 1789, 93, 94, 95. Donc voilà, t'es pas non plus trop perdu. Mais franchement, c'est presque une erreur de débutant parce que les mecs qui ont travaillé dessus, on le voit au générique de fin, il y a beaucoup de monde dans la prod de son, la prod de mixage son. Les réalisateurs ont quand même normalement ce genre de choses. Donc,
Mais il y a peut-être un doute, peut-être que c'est notre copie à Torcy qui a foiré, je sais pas. Ou peut-être qu'ils se sont dit, ouais, c'était une bêta, on n'était pas encore tous sur du mixage final, et en janvier, quand il va sortir partout en France, là, oui, le son sera nickel et tout. Mais non, sur le coup, franchement, ça m'a un peu énervé. C'est possible que ça soit notre copie. Je me souviens une fois avoir fait une avant-première d'Astérix, tu sais, avec Alexandre Astier. Le domaine des dieux, on l'avait vu au cinéma EuropaCorp. Le domaine des dieux, je crois. Oui, Oui. ah, t'étais là en plus. Mais oui, parce que avec Stéphane. on était invité par le parc Astérix. Oui, exactement. Et moi, j'avais eu un gros problème parce que j'avais vraiment l'impression qu'il y avait 2 bandes noires en haut et en bas qui n'avaient pas leur place là parce que des sous-titres étaient coupés. Et quand on voyait un personnage en plan large, la bande noire lui arrivait là au niveau de l'œil. On voyait que sa bouche. Oui, il y avait des morceaux de tête qui manquaient. Peut-être que pour des avant-premières, ils ont du mal à se paramétrer, j'en sais rien. Je sais pas, mais ça n'empêche que ça m'a fait bizarre. Donc, en espérant qu'en janvier, quand le film sortira, il n'y aura pas ce problème et qu'en fait, c'est juste nous qui avons eu pas de bol. Peut-être. C'est possible, hein, parce que normalement, un professionnel du son sait très bien reconnaître ce genre de choses. Ah bah j'espère quand même. Hein, Est-ce que tu as d'autres défauts qui te viennent en tête? Oui, après... Il y a d'autres choses que je voulais dire, c'est que je trouve un peu dommage qu'on sente parfois le manque de budget sur le côté on te raconte ce qu'on aurait pu te montrer. Donc le cinéma, la phrase habituelle, c'est show don't tell, montrez-le, ne le dites pas. Mais là, vu que le budget ne le permettait pas, beaucoup de choses sont racontées directement dans la bouche des personnages en disant il va y avoir tel personnage qui va arriver, il va y avoir telle armée qui va débarquer, on va combattre à telle séquence, Ouais, à c'est tel du hors-champ, lieu. quoi. Hors champ, quand vous n'avez pas de moyens, ne le montrez pas. Voilà, pour ceux qui connaissent ce genre du grenier. C'est vrai que moi, je me souviens d'un moment où lorsque Athanas attend le soutien du roi Louis XVII, non, le frère du roi, le frère du roi, en étant reconnu comme général officiel qui soutient les Vendéens, il dit j'ai 15 000 hommes qui attendent derrière et à cause de vous demain il en restera plus que 4 000. Il dit un truc comme ça. Mais il y a que 9 personnes tu vois, derrière lui et il fait un signe du genre ils sont derrière la montagne, ils sont cachés. C'est juste on les voit pas. Mais c'est ça. Et il y a un moment où on voit un grand combat entre l'armée républicaine et les Vendéens où les Vendéens sont sans pélo à tout casser et en fait on nous dit c'est l'armée qui arrive, ils sont 100 et il y a un truc un truc de montage qui est bien fait, c'est qu'il y a une première vague qui nous est montrée en image, donc une centaine de comédiens, enfin de figurants qui dévalent une colline et soi-disant l'armée républicaine est prise à revers plus loin et on voit une autre frange de l'armée vendéenne qui débarque et qui elle aussi descend. Je suis prêt à parier que c'est les mêmes comédiens tournés sous un autre angle. On fait comme on peut hein, dans le cinéma. Donc voilà. Mais c'est un peu dommage parce que là où dans le spectacle, on nous montre l'histoire de François Athanas Charette avant qu'il devienne ce général de l'armée vendéenne, où il est enfant, il ne veut pas être dans la marine, où au final il est nommé capitaine de vaisseau, où il devient héros de la guerre d'indépendance d'Amérique, où on lui donne sa médaille par la main de George Washington. On travaille beaucoup plus. On nous montre vraiment l'attachement et la fierté qu'Athanas peut avoir à servir le roi, en fait. Toute la carrière qui s'est montée, on a le temps de s'y attacher dans le spectacle, et ça, on l'a pas dans le film. Ouais, et je trouve que ça dessert le propos, parce qu'au final, la première apparition de François Athanas Charette, donc c'est chez lui, à Fond-de-Clos, où il sait que les Vendéens vont venir le chercher pour essayer d'être leur chef. Lui, il refuse, il veut pas en entendre parler, parce que pour lui, l'histoire est finie. Quelqu'un qui n'a pas vu le spectacle, quelqu'un qui ne connaît pas François Athanas Charette va se dire mais pourquoi ce connard veut même pas bouger ses fesses pour s'adresser à la fenêtre et dire allez voir de l'autre côté si j'y suis. Tu vois, t'as l'impression de voir un con quoi. Déjà l'histoire est compliquée en soi. Hein. Pour comprendre la guerre de Vendée, c'est pas évident. Moi j'ai mis du temps, mais effectivement il y a disons que moi j'étais un petit peu triste c'est un combat. C'est une guerre qui est assez particulière et tu te souviens dans la salle de ciné à un moment donné j'étais un peu perdu, je me dis mais en fait pourquoi ils se battent les Vendéens qui sont essentiellement des histoires religieuses au final et je trouve que peut-être qu'on aurait mérité d'avoir une phase au début où on montre l'attachement et l'implication émotionnelle des paysans à croire en Dieu, à tout ce qui vient autour et qu'au moment où quelqu'un vient leur arracher ça, tu vois, là, on sent qu'ils sont très perturbés. Tandis que là, on commence après
et on n'a pas le temps de comprendre pourquoi c'est si important de se battre pour ces trucs-là, quoi. Non, je suis d'accord avec toi parce que quand tu fais un film, tu l'essayes de le rendre le plus accessible au plus grand nombre. Là, il va y avoir un trou dans le sens où, ouais, mais pourquoi est-ce que les Vendéens se sont soulevés? On n'a pas la raison. Mais je pense que le Puy du Fou, ça fait 40 ans qu'ils font ça, et dans leur tête, ils connaissent tellement le truc, tu vois, qu'ils ont sûrement tendance à croire que c'est un peu acquis, que tout le monde connaît l'histoire de Vendée en général, et que pour réussir à raconter... Alors, j'ai appris que le réalisateur ne connaissait pas l'histoire des guerres de Vendée avant de se mettre dedans, donc j'imagine qu'il a fait un travail là-dessus pour bien faire comprendre aux spectateurs de quoi il en retourne. Mais je trouve qu'en termes d'implication émotionnelle, j'aurais bien aimé plus comprendre pourquoi les paysans se donnent autant de mal, quoi. Et justement, j'espérais, parce que comme c'est Paul Mignot et Vincent Mottès qui sont à la réalisation et l'adaptation scénaristique, vu que ce sont des gens qui sont extérieurs à cela, la première chose que normalement tu fais, c'est que tu essaies de contextualiser dans l'univers dans lequel tes C'est personnages peut-être vont qu'ils ont évoluer. essayé de faire avec les interviews des historiens, mais... Ouais, mais je trouve que déjà ça loupe le caractère essentiel qui était les Vendéens étaient très croyants, refusaient la République parce que pour eux on leur volait leur tradition et leur façon de vivre. Tout ça c'est assez peu expliqué, sauf au début où tu as la conscription où les jeunes doivent partir combattre. Et ça aussi c'est pas bien expliqué parce qu'on nous dit les jeunes doivent partir à la guerre. Mais quelle guerre? Parce qu'on ne sait pas qu'à ce moment-là en Europe, toute l'Europe s'est liguée contre la France, quoi. Et ça aurait mérité d'avoir un contexte géopolitique, d'expliquer que l'Espagne en voulait à la France, l'Angleterre en voulait à la France, l'Autriche en voulait à la France, la Prusse en voulait à la France, le duché de Milan en voulait à la France. Bref, à l'époque, il y avait tout le monde contre la France. Donc c'est pour ça qu'il y a ces jeunes qui sont recrutés de façon autoritaire, de manière obligatoire, parce que l'armée a besoin de main-d'œuvre. Mais ça, c'est juste, on arrive, on pose ça là, les jeunes doivent aller en guerre et on vous expliquera, ne vous inquiétez pas, ce sera dit plus tard. Et si ça avait été justifié dans l'histoire, moi j'aurais compris pourquoi est-ce qu'ils se sont révoltés. Alors non pas pour être pro ou anti-vendéen, je m'en fous, mais c'est au moins d'avoir le contexte dans lequel le soulèvement, les Ouais. révoltes ont eu lieu, tu vois. Je pense qu'ils ont essayé de faire ça avec la scène de Jacques Maupilier, qui est un personnage emblématique de El Cinécénie, où on le voit mourir devant tout le monde, et la souffrance de son père juste après. Je pense que c'était à travers ça qu'ils ont essayé de faire comprendre la haine qui commence à monter. Ouais, il y avait déjà ce terreau fertile avant, ça on l'a appris parce que nous on a fait on a écouté un podcast, on a écouté une vidéo de Nota Bene qui en parle très bien sur ce sujet, on comprend mieux l'environnement. Mais c'est vrai que comme ça, tu vois, ça paraît un peu décousu, c'est posé là comme ça arrive d'un coup, comme si c'était inéluctable et que Charette a visiblement un passé glorieux derrière lui dont on ne sait pas plus que ça si on n'a pas vu le spectacle et qu'on ne connaît pas le héros, et que donc il se retrouve dans cette histoire. Donc ouais, c'est un peu dommage d'avoir pris ces historiens au départ du film pour essayer de contextualiser, mais de manquer, je pense, le contexte géopolitique et le contexte historique et social de l'époque. Et moi, j'aurais rajouté ça fait déjà beaucoup, mais moi, j'aurais rajouté surtout le contexte émotionnel, tout simplement. Aussi, bien sûr. De voir une famille ou une petite fille, un enfant, et l'importance que ça peut avoir autour de ces personnes-là, autour de la famille, je sais pas, l'importance de Dieu, l'importance de tous ces trucs-là, même si c'est des trucs qui, moi, me parlent pas, mais si je vois que c'est très important pour eux, qu'ils s'impliquent émotionnellement, je vais sûrement les comprendre. Et quand la République vient leur arracher ça, là, d'accord, je me dis, je comprends pourquoi ça leur pose problème, quoi. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on voit Marie-Ange, la petite fille, dans le Oui. spectacle, qui s'échappe d'une maison alors que les parents vont être tués ou pris de force. Mais il n'y a pas la scène de l'église. Il n'y a pas la scène de guerre parce qu'il n'y a pas la scène du massacre du Petit Luc ou de Boulogne, je sais plus, où le village a été brûlé pendant les colonnes infernales. Mais on voit cette fille donc qui s'enfuit avec son doudou. On sait que c'est Marie-Ange et d'ailleurs c'est crédité au générique comme étant Marie-Ange puisqu'elle est au deuxième nom après Athanase Charret, ce qui m'a fait marrer. Mais au final, elle sert à rien parce qu'elle parle pas, elle apparaît quelques minutes et après, pouf, n'a plus. Donc c'est un peu dommage parce qu'elle aurait pu être, tu sais, genre le personnage conscience qui suit Athanas tout au long de son périple et tout, puisqu'on la revoit dans le spectacle tout le long, quoi. Ça peut être intéressant d'avoir le point de vue d'un enfant sur tout ça qui n'y comprend rien, quoi, parce que Oui. même moi à 30 ans j'ai du mal à comprendre la guerre de Vendée, il y a tellement de trucs qui se croisent et tout, donc ça aurait pu être intéressant d'avoir le point de vue totalement innocent d'un enfant pourquoi ils sont méchants et pourquoi nous on est les gentils, enfin bref. Exactement. Et d'ailleurs par rapport à la scène de l'église qu'on ne voit pas, ça m'a fait penser qu'à un moment donné je m'attendais à voir
l'histoire. Tu sais, il y a une scène où tous les bâtiments sont détruits, brûlés, et je pensais qu'ils allaient montrer le château du Puy du Fou, encore tout bien fait, tout beau, mais avec la scène où il est brûlé, et du coup, ça devient les ruines qu'on connaît aujourd'hui. Je pensais qu'ils allaient faire ça, mais ils n'ont pas fait. Ils auraient pu, hein. Ils auraient tellement pu parce que c'est pendant la guerre de Vendée que le château a été détruit et laissé à l'abandon. Donc ça aurait parfaitement eu du sens. Mais je pense que là, tout le monde aurait écrit ouais, c'est bon, ils mettent leur pub là, avec leur château, on a Moi, ça compris m'aurait quoi. pas choqué, j'aurais trouvé ça chouette. Ouais, mais je pense que beaucoup de gens, enfin les néophytes et ceux qui sont pas spécialement attachés au Puy du Fou auraient hurlé en disant ouais, c'est bon, on a vu le château, on a compris qu'ils font leur pub pour qu'on aille voir leur ciné scénique, on se paye un billet pour leur parc quoi. Tu vois, je pense que ça aurait été très mal interprété. Ou alors il faut qu'il y ait un film dédié juste à l'histoire du château pour qu'on comprenne les tenants et les aboutissants. Bref. D'ailleurs, s'ils veulent faire d'autres films par la suite qui sont aussi pointus que ça au niveau des décors et des costumes, si à chaque film ils reprennent les mêmes décors et les mêmes trucs, ça va peut-être à un moment donné nous paraître... Bah, je suis curieux de savoir, Nicolas De Villiers a dit dans une interview qu'il commençait déjà à préparer le prochain long métrage. Bon, il faut attendre peut-être 1 ou 2 ans avant que ça sorte de terre, parce qu'ils ne sont pas dans une production industrielle. Mais ils veulent accélérer le plus vite possible. Mais accélérer un peu, et j'aimerais bien que justement... Prise de risque oblige maintenant qu'ils sortent du confort de ce personnage qu'ils connaissent très bien, dont ils maîtrisent l'histoire, dont c'est un peu devenu le porte-étendard, pour dans un autre univers, une autre période temporelle avec d'autres enjeux. Parce que voilà, au Puy du Fou, il y a l'époque gréco-romaine qui est présentée dans le Stadium gallo-romain, il y a l'attaque des Vikings du fort de l'an 1000, il y a la Première Guerre mondiale avec les tranchées de Verdun. Et il y a plein d'autres scènes encore, bien sûr. Il y a tout le Moyen-Âge qui est hyper représenté aussi, qui aurait moyen d'eux. Donc j'aimerais bien que, là pour le coup, il y ait d'autres scènes, d'autres décors. Ben là, ils se disent ah mince, on peut pas les utiliser au parc, donc il faut qu'on construise, tu vois. S'ils font un film sur l'époque gallo-romaine, tout sera tourné au stadium tout le temps. Ouais, on va sentir le truc tourner en rond. Bref, j'ai un dernier truc que je voulais soulever. Après, on pourra peut-être conclure. Ouais. Tout au long du film, on entre dans des séquences d'introspection dans la tête de François Attanas Charrette. Oui, c'est vrai, les scènes sur fond noir. Voilà. Et je voulais revenir sur ces scènes-là. Alors, je sais que ça fera pas forcément l'unanimité. C'est un parti pris, bien sûr, puisque là, on est dans la psyché du personnage qui est déchiré entre est-ce qu'il doit continuer, s'arrêter, la folie, la raison, etc. Donc, on le voit, là, on est dans son esprit. Et on voit à un moment donné un cheval galopant au milieu de l'eau, référence subtile. Et je pense qu'ils ont tourné ça au carrousel du Puy du Fou. Grand Carrousel, Ouais, parce que je suis sûr maintenant. le Grand Carrousel peut être loué en tant que studio. Donc tu mets un grand rideau noir et tu mets de l'eau par terre, un spot de lumière au-dessus et t'as ça quoi. Tadam. Mais voilà, et pour moi en fait, alors ces séquences-là sont un peu connectées avec l'autre élément que je voulais relever, c'est que pour moi c'est un peu fait brut de décoffrage comment c'est filmé. Il y a des cutscenes, il y a des moments où la caméra fonce devant le personnage, l'image se déconnecte, l'image brûle, enfin l'image vrille, l'image tremble, on sent des vibrations dans tous les sens. Et ça rend la scène assez inregardable, je trouve, à plusieurs moments. Même, ça me donnait un peu mal au crâne. Alors qu'on veut comprendre que c'est un esprit torturé, je comprends l'idée, mais je pense même que ça dessert le propos parce que ça nous sort du fil de l'histoire pour rentrer dans la tête de François Attanas Charrette, alors qu'on l'entend déjà nous parler de tout ce qu'il faisait en tant que général, et rentrer dans sa tête, c'était encore un peu plus poussé, le personnage est pris de plein de sentiments ambivalents, comment il fait pour évoluer et tout, mais au bout d'un moment, moi je voyais plus l'intérêt, et je trouvais que c'était un moyen pour rallonger le film de manière artificielle. Et moi, ça me sortait de l'histoire. Je me suis dit, putain, il va encore nous parler de ça. Ah, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je dois décider? Il y a le vieux Attanas Charrette qui lui dit, tu dois aller jusqu'au bout. Et le jeune qui lui fait, non, il faut que tu arrêtes le combat. C'est bon, quoi. Merci, j'ai compris, quoi. Ça m'a un peu. Je trouvais que c'était presque trop de trop, quoi. Quand on y pense, finalement, c'est ce genre de séquence que tu mets vraiment dans une fiction et pas dans un documentaire. Donc au final, aussi, oui. On dirait qu'ils savent pas trop vers quoi ils veulent tendre. Moi, je pense qu'ils veulent tendre vers de la fiction. Mais que du coup le côté genre c'est un film documentaire est un peu me semble être une erreur, ou je sais pas, il y a quelque chose qui est étrange. J'ai l'impression que vraiment le documentaire a été raccroché pour essayer de créer une justification historique et pas que ça fasse encore du Puy du Fou bashing en disant regardez, les mecs réécrivent l'histoire du côté vendéen pour montrer que les Vendéens étaient les gentils, les républicains les méchants, machin et tout. Enfin, c'est comme ça que je l'ai vu, parce que j'ai l'impression que entre les séquences d'introspection dans la tête, les récits d'Attanas Charrette, les séquences dans les différentes périodes de l'histoire et tout, il n'y a rien qui ne s'approche d'un documentaire en fait. C'est vraiment un film historique, quoi.
c'est de l'histoire dans l'histoire avec un grand H. Oui, c'est comme Et, si tu vas regarder un film Napoléon ou. Ouais, ou 1917, ou avec l'histoire de ce mec qui C'est doit ça. délivrer le message et tout, voilà quoi. Et C'est un film, quoi. c'est un film d'histoire, un film historique. Même il est romancé, même s'il y a des raccourcis de séquences et tout, pour moi, ça n'a pas de justification de mettre documentaire. Et juste pour finir, je disais que c'était en lien avec les introspections de Charette, c'est que les séquences de combat, Oui, j'allais y revenir dessus aussi. je vais te laisser à développer le propos juste pour que vous vous situiez. C'est pris à la Steadicam, enfin c'est pris même à la main, je pense. Et le mec, je crois que c'est un gars qui a la maladie de Parkinson au stade terminal parce que ça bouge dans tous les sens. Tu ne comprends rien de ce qui se passe. Les combats sont filmés très au niveau du sol, donc ça n'aide pas parce qu'il y a beaucoup d'agitation. Tu n'as pas de vue en hauteur pour comprendre s'il y a des gens qui ont l'avantage ou qui perdent. Et au final, tu arrives à la fin vers ça y est, les Vendéens ont gagné, ou les Vendéens ont perdu. Et tu te dis, ouais, super, sauf que pendant le combat, moi, c'était une bouillie d'images que j'avais. Hein. Eh bien, je dirais que ça, c'est surtout pendant un combat. Je me rappelle plus lequel dans le film, mais il y a un combat où effectivement la caméra bouge énormément dans tous les sens pour créer cette agitation, mais du coup, c'est très difficilement regardable. Mais sinon, le reste du temps, les combats ne m'ont pas spécialement embêté. Il y a juste cette séquence effectivement où la caméra est dans Space Mountain, quoi. Et je la mettrai encore, ces séquences de combat, au crédit du manque du budget. C'est facile de mettre peu de monde, mais de faire bouger la caméra Bah oui, frénétiquement, forcément, oui. la mettre à ras du sol, faire des cuts toutes les 3 secondes pour montrer que ça se combat, sauf qu'en fait, ils sont 20 pécores et 3 mecs à cheval, et montrer qu'il n'y avait pas de budget, plutôt que de faire des plans en drone ou en hélicoptère bien large pour montrer toute l'étendue et Oui, tout. très bien, donc on va faire intervenir le directeur financier pour qu'il te donne son avis. Voilà, alors c'est ça que je voulais contrebalancer en disant je vois l'intérêt financier, l'intérêt scénaristique derrière, sauf qu'à trop faire bouger la caméra, ça en rend les choses pas super agréables à voir. Et au final, c'est même pas ça que j'ai retenu du film, puisque comme ça bougeait trop, mon cerveau faisait stop, j'attends que ça soit fini, on me dise winner, perdant, voilà, et puis je passais à autre chose, parce qu'ils le disent à chaque fois. On voyait les républicains, retraite, retraite, bon, on fait la retraite, après c'est les Vendéens, on a gagné, le bocage est à nous, je sais pas quoi, bon, on a compris, voilà, donc c'était assez explicite. Donc après, au final, voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais, moi, à dire sur le film. Est-ce que tu veux commencer par conclure ? Oui, bah écoute, moi je dirais que dans l'ensemble, j'en ai quand même gardé un assez bon souvenir. Au-delà des points négatifs qu'on a abordés, je trouve que pour un premier film, et ça, en plus, c'était vraiment Athanas, c'était leur sujet chéri, tu vois, c'est le truc qui les représente le plus, c'est le truc qu'ils essayent de bosser depuis 10 ans pour en faire le spectacle du dernier panache. Sur lequel ils ont beaucoup travaillé. Ça faisait des années qu'ils voulaient raconter cette histoire et là ils ont pu la faire en film. Je suis assez surpris de ce côté documentaire, tu vois, où on veut une sorte de véracité historique alors qu'on peut juste faire un film de fiction inspiré de l'histoire et ça aurait été plus cohérent par rapport à leur nouvelle politique. Mais de manière générale, en termes de qualité, le film a de la gueule, les acteurs ont de la gueule, la prod est vraiment bonne. En plus, le film a été fait en très peu de temps, d'après ce que j'ai vu. Donc il y a une efficacité, il y a un truc. Ça m'a beaucoup surpris d'ailleurs. Au début, on a les logos de Canal+, des régions de Vendée et tout. Ça m'a fait penser au fait que, tu sais, le Puy du Fou dit souvent qu'ils sont très fiers de n'avoir aucune aide régionale ni aucune aide de quoi que ce soit pour rester indépendants, tu vois. Donc du coup, je me suis dit, ça m'a étonné qu'ils ont eu le soutien de Canal+ ou de quoi que ce soit. Alors peut-être le Puy du Fou a financé le film à 100% et que c'est juste des diffuseurs, je sais pas du tout, faudrait poser une question. Non, tout ce qui est, question aux tout ce qui est expérimentés. région et département vont pas s'occuper de diffusion, ils vont aider financièrement, ils vont peut-être aider d'un point de vue logistique, ils vont peut-être mettre en relation avec les bonnes personnes, ils vont simplifier les démarches administratives, il y a peut-être des choses de ce côté-là. Mais non, je pense que financièrement aussi, c'est un moyen. Ouais, ça m'avait mais étonné ils ont de été voir. aussi soutenus par le CNC. Donc là, c'est sûr que c'est financier. Oui, bon, à la limite, le CNC, c'est logique, c'est un film, c'est comme ça que tu fais en général. Quand tu produis un film, tu demandes toujours au CNC, quoi. Donc à la limite, ça me choque pas tant. Puis c'est aussi à mettre un pied à un nouvel étrier pour eux. Donc
c'est peut-être pas le même. Ils ont peut-être pas du tout les mêmes pensées que pour les spectacles et pour le parc. Donc, Non, parce que c'est une entreprise qui a l'air d'être assez autonome là-dessus. Les équipes, quand on regarde le casting et les équipes techniques, ont l'air d'être très distinctes du Puy du Fou du spectacle et de l'entreprise Puy du Fou normal. Bien qu'on remercie Philippe de Villiers et Nicolas de Villiers quelques plus tard dans le générique de fin, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même eu une certaine liberté sur beaucoup de choses au final, même si on leur a dit, bah, on vous met à disposition tout ce qu'on peut au Puy du Fou, les décors, les hôtels, les spectacles, les costumes s'il vous faut. On vous prête même notre Nathan Stornetta comme ça et vous fait votre musique, tu vois. Et, mais derrière... moi, je pense qu'ils ont juste envoyé le dossier pour MP3 de toutes les musiques de Nathan. Ils ont dit, Nathan, ça te dérange pas si on utilise les musiques, puis il y aura ton nom dans le générique. Il a fait OK. Mais tu l'avais très bien dit quand on regardait le générique de fin au film, c'est qu'il y a quand même un compositeur des musiques additionnelles qui est quand même là. C'est ça. Et, mais on sent que quand c'est pas Nathan Stornetta qui fait ces grands œuvres, enfin, ces grands thèmes qu'on reconnaît, c'est le compositeur des musiques additionnelles. Et moi, je trouve que ça va très bien. Les musiques qui ont été créées pour le film, je trouve qu'elles passent très bien. Ah, mais Et pour le coup, elles désamorcent totalement cet effet, genre je l'ai déjà entendu quelque part. voilà, et là, justement. tu rentres beaucoup plus Ouais. dans l'histoire. J'ai beaucoup aimé presque les musiques additionnelles plutôt que les grands thèmes venant du dernier panache qui, pour le coup, me faisaient sortir du film. Donc, franchement, là aussi, là-dessus. Peut-être si tu as encore d'autres choses à dire là-dessus avant que je conclue. Non, je crois pas. Juste, je me suis posé la question, quand ils créent une nouvelle attraction au Puy du Fou, c'est assez facilement plus de 10 millions d'euros. Donc je suis surpris qu'ils en aient mis deux dans ce film, tu vois. Donc c'est pas considéré pour eux comme une œuvre aussi importante financièrement qu'un spectacle, j'en sais rien. Et je pourrais presque te dire la même chose pour leur jeu vidéo, La Quête d'Excalibur, qu'ils ont Ah sorti avec oui. Microids, qui est assez médiocre, on va pas se le cacher, qui n'a pas vraiment fonctionné, puisque les influenceurs jeux vidéo l'ont défoncé. Il était très cher à la vente. Donc, mais quand tu vois le résultat, non, c'est sûr qu'il n'y a pas eu un énorme budget. Mais je pense qu'il faut se dire que tous ces projets qui gravitent autour de la sphère Puy du Fou n'ont qu'un seul objectif, c'est de redorer l'image du parc du Puy du Fou et de la société Puy du Fou. Parce que vraiment, il faut se dire que le parc a une très mauvaise image avec les scandales et le fondateur qui est très lié à l'extrême droitiste et au royalisme, donc ça n'aide pas à créer un environnement sain pour apprécier le parc. D'ailleurs, petite anecdote, lorsque nous sommes entrés dans la salle de cinéma avec Benjamin, juste pour rigoler, moi je lui dis dans le creux de l'oreille, ça se trouve, il y a des gens, ils vont se lever, ils vont dire vive le roi. Bon, c'était pour rire. On s'assoit dans la salle et là, juste derrière nous, il y a un grand-père et une grand-mère qui nous voient et qui font ah, les jeunes, c'est très bien, vous venez pour une bonne cause. Et là, il dit c'est quoi la phrase de Ah oui, combattu souvent, combattu souvent battu parfois, abattu jamais. Ouais. et il l'a répété toute la soirée, c'est-à-dire qu'on était en train d'attendre que le film se lance, il y avait des pubs et tout, il y a un silence, et au milieu de nulle part, tu les entends derrière dire combattu souvent. il repart sur la phrase Il de Charette. rebalançait Ouais. ça régulièrement, il y avait des puits follets dans la salle, et ça nous a beaucoup fait rire, quoi. Et du coup, je leur ai dit, alors j'espère que ça va être bien, parce que moi, on m'a dit que la salle tournait. Hein. C'était la blague. Et ça m'a limite étonné parce que bon, moi je suis pas à Puy-Follet, je suis pas dans cette communauté, même si j'adore ce parc, mais ça m'a impressionné de voir que pour la première fois de ma vie, je vais dans une salle de cinéma où des retraités m'adressent la parole avec le sourire, quoi. T'as pas Et l'habitude. tu vois, on peut dire du mal du Puy du Fou de ce qu'on veut, mais pour la première fois de ma vie, il y a eu un échange et un sourire entre des personnes du cinéma. Et ça, je crois qu'on peut pas leur reprocher, c'est d'avoir réussi à créer une communauté très soudée et plein de bonheur, en fait, enfin d'échanges. Ouais, mais ça m'a surpris parce qu'on n'était pas très nombreux au final. Et il y a eu des gens de plein d'horizons, même des gens qui nous ont reconnus a posteriori sur les réseaux sociaux, qui nous ont dit « Ah, on n'était pas loin de vous et tout ». Je suis tiens, mais il fallait venir nous dire bonsoir. Moi, j'étais étonné parce que je savais pas, je m'attendais pas à voir autant de gens du Puy du Fou parce que pour nous, on est vraiment aux antipodes Bah oui. de la Vendée. On n'est pas, enfin, c'est là-bas, quoi. C'était près, c'était aux Herbiers, aux Épaisses qu'il fallait y aller pour voir l'avant-première parce que là, il y avait l'équipe du film, il y avait Nicolas de Villiers, il y avait tout le monde. Ils ont même fait une séance de questions-réponses avant et après le film, je crois. Donc c'est là-bas qu'il y avait l'ambiance. Mais nous, à Torcy, on était bien dans notre petit CGR. Bon. Et au final, on a croisé ces gens. Et c'était drôle quand même parce que moi, je m'y attendais absolument pas. Moi, je savais dans mon fort intérieur qu'on allait avoir un certain genre de public, forcément. Ah, bah, c'est sûr que tu ne parles pas d'un Marvel ou d'un Puy du Fou, c'est pas de la même communauté, c'est pas les mêmes choses. Donc, je m'attendais forcément à retrouver des gens, sans le dire méchamment, d'un certain âge. Forcément, le Puy du Fou attire plutôt ce genre de public et avec des idées politiques spéciales. Donc, je m'attendais pas non plus à ce ce soit des gens ouverts à fond sur le socialisme et des trucs comme ça. Mais ça m'a surpris, en effet, ouais. Voilà, donc j'ai dit ma conclusion.
Ok. Toi? Ben moi, alors, même si j'ai été assez négatif vers la fin du podcast, honnêtement, je vais contrebalancer en disant que pour un premier film, pour une société nouvellement créée, avec des jeunes, parce que la plupart des gens qui ont travaillé sur ce film ne sont pas des experts, mais en tout cas commencent à faire leurs armes sur ce genre de long métrage, donc c'était une première pour beaucoup d'entre eux, bah, je trouve que le produit fini est de très 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 bonne facture, Ouais. surtout avec justement, comme tu as dit, ce faible budget de 2 millions et quelques. Je trouve que c'est faible pour un film historique, ça coûte très cher en général. Mais le fait d'avoir derrière eux l'infrastructure Puy du Fou qui leur met à disposition le parc et tous les équipements, ça a dû les aider énormément. Et je trouve que, bah, au final, le film se regarde assez bien. J'ai pas trop vu le temps passer au final, malgré le début avec les historiens et les séquences d'introspection dans la tête de Charrette. Mais au final, le film se regarde, l'histoire est très prenante parce que les personnages, comme je le dis au début, sont très investis dans leur rôle, ils le vivent à fond, ils sont à fond dedans. Donc tu prends fais tes causes avec eux, que ce soit républicain ou vendéen. Et ça m'a beaucoup plu de ne pas avoir ce côté très manichéen, comme je le disais tout à l'heure, entre les méchants républicains et les gentils vendéens. Tout est très nuancé dans l'histoire. Le Charrette qu'on a ici n'est pas le héros sans peur et sans reproche qu'on voit dans le spectacle. Ouais, il a ses défauts. Il a ses défauts, il a ses parts d'ombre, il a ses faiblesses, il a ses fêlures. Et donc voilà. Mais j'ai bien aimé qu'on nous présente vraiment un Charrette plus complet dans sa psyché. Et ça m'a beaucoup plu. Et j'ai presque envie qu'il y ait une director's cut un peu différente pour enlever, à mon avis, certains éléments qui, à mon avis, ne servent pas trop au récit. Mais pour un premier film, la prod est bonne. La musique, bon, même si c'est du Nathan Stornetta qui a repris les musiques du spectacle, c'est bien de se dire qu'ils ont créé le lore autour de leur spectacle et tout. Les costumes sont magnifiques, c'est bien filmé la plupart du temps. Les décors, même s'ils sont déjà existants, sont bien exploités de manière très juste et très fine pour pas qu'on sente le côté filouterie du manque de budget. Mais je te dis, tout le film pour moi repose sur les acteurs qui sont très bons, tous. Même les figurants en arrière-plan, ils ont des gueules, ils sont pas propres sur eux. Tout transpire la guerre, la crasse, le désespoir qu'ils vivent. Donc pour moi, c'est un très 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 bon film. Et ça permettra peut-être au Puy du Fou, je pense, d'aller dans cette direction-là que je trouve plus pertinente que ce qu'ils voulaient faire avec les jeux vidéo, qui pour moi est un peu en dehors de leur cadre d'expertise. Certes, leur univers, c'est de raconter des histoires, et techniquement, des histoires, tu peux les raconter de plein de façons différentes, mais je pense que le jeu vidéo est un médium qui a des règles bien plus complexes et bien plus difficiles à appréhender que le cinéma, parce qu'eux-mêmes se revendiquent dans leur spectacle de faire du spectacle cinématographique. Oui, la cinécénie c'est la vient de base. cette inspiration. Donc c'est un peu un retour aux sources, d'une certaine façon, si on peut voir les choses de cette façon. Donc, j'ai envie de dire, ouais, le film se tient, le film a ses défauts, comme n'importe quel film, bien qu'on sente les erreurs de débutants, surtout pour le mixage sonore. Voilà, bah écoutez, si vous avez aimé, vous pouvez toujours aller voir le film lorsqu'il sortira. Et puis vous pouvez bien sûr retrouver tous les autres épisodes sur notre site internet puissancepark.fr. Exactement, avec toutes les plateformes de streaming habituelles, nos réseaux sociaux comme d'habitude, Discord si vous voulez discuter avec nous et nous dire que notre avis était à chier et que le vôtre était 100 fois meilleur que le nôtre. Laissez-nous un commentaire si vous voulez pour savoir ce que vous en avez pensé. Voilà, et vous retrouvez cet épisode sur YouTube, donc là aussi en commentaire vous pouvez nous dire ce que vous en avez pensé, toujours avec bienveillance et avec un argumentaire construit, c'est ça qui est intéressant, parce que nous ça nous intéresse bien sûr. Et bien sûr, si vous nous croisez à l'occasion dans un parc, au cinéma pour voir un film de Puy du Fou, n'hésitez pas à venir nous dire bonjour. Bah ouais, venez faire un petit coucou, nous demander ce qu'on en a pensé, et comme ça on pourra échanger. C'est là aussi qui est assez intéressant, parce que là on est tous les deux à déblatérer nos débilités, mais d'autres gens vont peut-être avoir un avis tranché différent, peut-être que vont pas du tout aimer. J'ai cru voir sur certains Discord que ça n'a pas fait l'unanimité, et tant mieux, parce que si c'était unanimement mauvais, il faudrait se poser des questions, mais il y en a aussi qui aiment et d'autres pas. Donc voilà. Donc discutez-en, c'est intéressant. Merci beaucoup et donc à très bientôt pour un nouvel épisode de Puissance Park. Bisous, bye bye.